L'épave d'un effroyable U-boat allemand repose à seulement 55 km des côtes de la Caroline du Nord. Janvier 1942, des sous-marins allemands, les célèbres U-boats, convergent vers la côte est des États-Unis. Beaucoup d'Américains refusaient l'idée qu'ils étaient en guerre. On avait peur que les gens paniquent. Les Allemands triomphent sans difficulté. Les défenses américaines étaient faibles et ils ont décidé d'en profiter. Pourtant, alors que les Allemands dominent, le commandant d'un U-boat capitule sans raison apparente. Il laisse sombrer son navire avant même d'avoir livré bataille. L'épave du sous-marin U-352 permettra-t-elle d'éclaircir cette énigme ? Nous sommes au bord de l'océan Atlantique, le terrain de l'une des plus longues campagnes militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Je m'appelle Richie Kohler. Je m'appelle John Chatterton. Nous sommes en Caroline du Nord. Pendant la guerre, Hitler a envoyé une flotte d'U-boats sur les côtes américaines afin de surprendre la flotte alliée. L'opération a réussi et leur a permis de couler des centaines de vaisseaux. Mais l'un des U-boats n'a pas rencontré ce succès. Il repose sous l'eau dans cette direction. Voici ce qui reste du sous-marin. Il est à 55 km des côtes, au large du cap Hatteras. L'U-boat était l'une des armes d'Hitler, un vaisseau furtif, mortel et mystérieux. Mais le plus énigmatique, c'est la raison pour laquelle l'U-352 s'est échoué ici. Alors que les États-Unis n'avaient quasiment pas de défense sous-marine et que rien ne semblait faire obstacle à la progression des engins allemands, comment se fait-il que celui-ci ait coulé ? Nous allons explorer cette épave pour apprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi le U-352 a-t-il sombré ? Et surtout, que s'est-il passé ensuite ? Nous sommes dans une boutique d'articles de plongée de Morehead City. Son propriétaire s'appelle George Purifoy. C'est lui qui a découvert l'épave de cet U-boat en 1975. C'est une histoire formidable. Et on va aller voir George pour qu'il nous la raconte. L'U-boat 352 a coulé en mai 1942. L'US Navy a aussitôt enregistré sa position, mais aucun plongeur civil n'y avait eu accès depuis. Le sous-marin est tombé dans l'oubli jusqu'en 1975, quand George Purifoy a contribué à le retrouver. Vous saviez qu'il y avait un sous-marin allemand à cet endroit ? L'un de mes amis avait toujours rêvé d'en visiter l'épave. C'est lui qui a été à l'origine de notre plongée. Donc, c'est à lui qu'on doit la découverte. On a pris les coordonnées qu'il avait, on a quadrillé la zone et on a fini par le localiser. Vous avez eu de la chance. Oui, Vous avez tout de suite su que c'était le sous-marin que vous cherchiez ? aucun doute. George et ses amis venaient de mettre la main sur l'U-352, l'un des deux seuls U-boats coulés par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Racontez-nous votre première plongée. Quand nous sommes descendus et qu'on a vu l'épave pour la première fois, on était fous de joie. On a suivi le cordage de l'ancre. On voyait les deux extrémités du sous-marin. Je m'en souviens encore, c'était très impressionnant. 9 mai 1942, le jour du naufrage de l'U-352. Encore sous l'eau, le sous-marin est attaqué puis remonte en surface. Il sombre presque aussitôt dans les profondeurs, à tout jamais. Cela ne prend que quelques minutes. Il est resté 33 ans à l'abri des regards, jusqu'à ce que George Purifoy plonge à sa recherche. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. On connaît ça. Ouais. Le cas de l'U-352 est singulier pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la date de son naufrage est surprenante. En 1942, la voie est libre pour les U-boats allemands et la force anti-sous-marine américaine est presque inexistante. La façon dont il a sombré est étrange, elle aussi. Les batailles sous-marines ressemblent souvent à une longue course-poursuite qui peut durer des heures ou des jours entiers.
et il n'est pas rare que le sous-marin pourchassé parvienne à s'enfuir. Or, ça n'est qu'après quelques minutes d'assaut que l'U-352 est remonté à la surface. Son équipage a sauté à l'eau et le sous-marin a sombré. George, pourquoi est-ce que l'U-352 a refait surface aussi rapidement pour laisser l'équipage s'échapper, après une dizaine de tirs seulement? Pourquoi s'est-il rendu aussi vite? Je n'en sais rien. Si vous observez l'épave, vous trouverez peut-être un indice qui nous est passé inaperçu. Alors il va falloir qu'on plonge. Oui. À quelle distance on est? 29 km. Très bien, allons-y. John et Richie ignorent ce qu'ils vont trouver en explorant l'épave de l'U-352. Mais une chose est certaine, l'histoire du naufrage de ce sous-marin est intimement liée aux événements qui se déroulaient au même moment en Europe, à près de 6500 km de là. 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. L'intervention du Royaume-Uni et de la France marque le début de la Deuxième Guerre mondiale. La flotte britannique est beaucoup plus puissante que l'allemande, mais elle a un point faible. Les Britanniques sont de gros importateurs. C'est une question de survie pour eux. C'est une nation insulaire. Contrairement à d'autres pays, le Royaume-Uni dépend du commerce maritime. Les Allemands voulaient couler leurs navires pour les faire mourir de faim. Pour y parvenir, les Allemands utiliseront leur Unterseeboot, plus connu sous le nom d'U-boot, qui signifie sous-marin. Le commandant Karl Dönitz est à la tête de la flotte. Dönitz voulait que ses hommes attaquent l'ennemi sans jamais reculer. Il voulait réussir. Le seul moyen était d'adopter une attitude agressive et de prendre des risques. Cette agressivité porte ses fruits. Les Britanniques avaient du mal à les couler car ils ne possédaient pas une grosse flotte anti-sous-marine. En 1939 ou 1940, les officiers des U-boats étaient protégés. « 7 décembre 1941. Le Japon attaque Pearl Harbor. 2 jours plus tard, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Dönitz veut que ses sous-marins frappent la côte est de l'Amérique du Nord immédiatement. Ils ont appelé ça l'opération Paukenschlag, ou roulement de tambour. L'idée était d'envoyer un maximum d'U-boats en rotation près des côtes américaines. Noël 1941. La première vague de sous-marins allemands quitte la France. Ils vont rôder tout le long du littoral, mais un lieu précis semble particulièrement propice à leur projet. Le cap Hatteras, en Caroline du Nord. À cet endroit, le plateau continental ne se poursuit qu'à une quinzaine de kilomètres du rivage. Les eaux sont donc très profondes. Les sous-marins peuvent s'y cacher tout en restant proches des côtes. En janvier 1942, les Allemands ouvrent le feu. Le Norness, le Lady Hawkins, le Rochester. Ils ne rencontrent aucune difficulté pour couler ces navires. Beaucoup d'Américains refusaient de croire qu'ils étaient en guerre. Les autorités avaient du mal à faire respecter le couvre-feu dans les stations balnéaires comme Atlantic City. Les Allemands apercevaient nettement les silhouettes des navires sur l'horizon éclairés par les lumières de la ville. Ils n'avaient plus qu'à les torpiller. Souvent, on se réveillait la nuit parce que les fenêtres tremblaient et on entendait les explosions au large. Kenneth Ball avait 11 ans quand l'opération Paukenschlag a commencé. On voyait aussi des flammes qui montaient des navires en feu. L'US Navy ne peut rien faire pour contrecarrer cette attaque. Les Américains étaient tellement occupés par leur engagement dans le Pacifique qu'il leur restait peu de navires à envoyer sur l'Atlantique. Tout le trafic côtier, qui était essentiel pour les États-Unis, notamment les pétroliers, était très vulnérable.
En moins de 3 semaines, 41 navires sont coulés. Il n'y a aucune perte dans la flotte des U-boats. L'opération Paukenschlag marque le début de la campagne sous-marine la plus efficace de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'en est-il du U-352 ? Alors que les autres sous-marins triomphent, comment expliquer son naufrage ? Il n'y a que 2 hypothèses. La première, c'est qu'il s'agit d'une perte de guerre. La défense a fait son travail et a attaqué le sous-marin. L'autre possibilité, c'est l'avarie technique. Une machine a pu cesser de fonctionner et le sous-marin n'a pas pu remonter en surface. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on va plonger en reconnaissance autour de l'épave pour déterminer si l'U-352 a été victime d'un projectile ou d'une défaillance mécanique. T'es prêt ? Allons-y. John et Richie sont à 55 km au large du cap Hatteras, en Caroline du Nord. Ils s'apprêtent à plonger pour chercher l'épave de l'U-352. L'exploration d'une épave est toujours un voyage dans le temps, mais de nombreux plongeurs reconnaissent que celle d'un sous-marin allemand est encore plus marquante. C'est très spécial. De toutes les épaves que j'ai vues, celles des sous-marins allemands sont les plus menaçantes et je me réjouis à l'idée d'en voir une nouvelle. Voici les indices que nos plongeurs ont en leur possession. Nous sommes au début de l'année 1942. Les U-boats ne cessent de couler des navires sur la côte américaine. Les États-Unis n'ont quasiment pas de défense anti-sous-marine. Les U-boats ne rencontrent donc aucun obstacle. Mais pourtant, celui-ci, l'U-352, a bel et bien coulé. A-t-il eu un problème technique ? A-t-il été torpillé par un navire américain ? Quoi qu'il en soit, la rapidité avec laquelle il a déclaré forfait puis sombré reste un mystère. 11 missiles sous-marins ont suffi à le faire remonter en surface et à ce que ses hommes s'en échappent. Puis l'U-boat a coulé. D'autres U-boats ont survécu à des assauts bien plus puissants qui ont duré des heures. Que s'est-il passé ? Pourquoi l'U-352 n'a pas cherché à fuir ? C'est exactement la question à laquelle on cherche à répondre. Pendant notre plongée, on va regarder l'aspect extérieur de l'épave. On trouvera peut-être des informations qui nous donneront une meilleure idée de ce qui s'est passé le jour où ce sous-marin a sombré. La première chose qu'ils vont observer est la coque pressurisée. C'est le cœur de tous les sous-marins. Il s'agit d'un long tube, une membrure circulaire recouverte d'une couche d'acier épaisse de 3 à 4 cm. Quand le sous-marin s'enfonce dans l'eau, cette coque doit supporter une pression équivalente à plusieurs tonnes d'eau de mer. Les sous-marins de la Deuxième Guerre mondiale passaient beaucoup de temps en surface. Leur coque était donc recouverte d'une couche extérieure pour en améliorer l'aérodynamisme. Les sous-marins étaient aussi équipés d'un pont pour l'équipage. Sur l'épave, la couche extérieure et le pont se sont décomposés. Mais les plongeurs parviennent tout de même à identifier certaines parties de l'engin. Derrière cet orifice se trouvaient des torpilles. Il y avait 4 trous, mais les autres se sont ensablés. Ils distinguent aussi une écoutille qui servait au chargement des torpilles. Ces missiles d'une demi-tonne étaient l'arme principale des U-boats. On voit ici le support du canon qui était sur le pont, un canon de calibre 88 utilisé pour les attaques de surface. Et voici le kiosque.
l'élément le plus élevé. En surface, il permettait aux vigies de viser leur cible. Une fois sous l'eau, le kiosque déployait son périscope, le seul lien visuel avec le monde d'en haut. Les plongeurs remarquent qu'une bonne partie du revêtement de l'un des réservoirs de carburant latéraux s'est décomposée, laissant apparaître l'ossature de l'appareil. Mais cela ne suffit pas à expliquer le naufrage, car ces réservoirs sont situés à l'extérieur de la coque pressurisée. Cette première plongée a été instructive. Une fois remontés sur le bateau, John et Ritchie échangent leurs impressions. C'était super. Fabuleux. Je n'ai rien vu de spécial. L'épave s'est dégradée, elle a rouillé, mais je n'ai pas remarqué de dégâts majeurs, et toi? Non, non plus. La coque pressurisée semble intacte. Il va falloir se procurer des plans précis pour faire un tour à l'intérieur. Déséquipons-nous. Nous avons examiné l'ensemble des parties extérieures et je n'ai rien vu qui pouvait expliquer le naufrage de l'U-boat. Visuellement, cette épave est remarquable. Il n'y a aucun dégât. Rien ne nous permet de savoir pourquoi son équipage a dû quitter le vaisseau. Nous avons déjà observé de nombreuses épaves de sous-marins. En général, on voit de gros impacts de missiles. Parfois, les trous sont si larges qu'on pourrait y faire passer une voiture. Oui, des trous qui traversent la coque de part en part. Ce n'est pas le cas ici. Il faut aller à l'intérieur de l'épave pour mieux comprendre. Oui, on veut savoir pourquoi le capitaine et son équipage n'ont pas eu d'autre choix que d'abandonner leur sous-marin. D'un point de vue historique, une chose est sûre. Aucun équipage du boat n'avait de raison de se rendre s'il n'avait pas été torpillé, a fortiori au début de la guerre. Ces hommes étaient le fleuron de l'armée, avec tout l'orgueil que cela implique. Ils n'avaient pas de limite. Ils combattaient dans une guerre inédite, avec du matériel nouveau, très dangereux, risqué, du matériel de pointe, performant et très efficace. Les équipages d'U-boat qui rentraient en Allemagne étaient couverts de fleurs. Ils avaient droit à des défilés et beaucoup d'hommages. Pour les Allemands, c'était l'équivalent des astronautes dans l'esprit des Américains des années 1960. Ils se considéraient comme un corps d'élite. Au début de l'année 1942, ce corps d'élite est au mieux de sa forme. L'opération Paukenschlag, menée par le commandant Karl Dönitz pour attaquer les États-Unis, se déroule comme prévu. Nous ne disposions pas d'une défense sous-marine assez importante pour menacer les U-boats. Donc pour les sous-marins allemands, la période était très favorable. Ce manque de résistance a surpris Dönitz et il a décidé d'en tirer un maximum de profit. Puisque la défense américaine était faible, il fallait s'engouffrer dans la brèche. C'est bien ce que les Allemands ont fait. Janvier 1942. La première vague d'U-boat coule 41 navires. En février, une deuxième escadre en coule 71. En mars, Hitler donne du galon à Dönitz qui devient amiral. L'opération Paukenschlag continue et les U-boats semblent invincibles. Pourtant, moins de 8 semaines plus tard, l'U-352 refera brièvement surface et sera abandonné par son équipage, presque sans avoir lutté. Pourquoi ? La première plongée de John et Ritchie ne leur a pas permis de répondre à cette question. Mais cela n'a rien d'étonnant. Une enquête qui concerne une épave se déroule aussi en surface. Il faut utiliser un maximum de sources d'informations comme des archives historiques ou des témoignages. Ici, il va falloir consulter les rapports d'attaque de l'US Navy. Ces documents révèlent que l'U-352 a été coulé par le navire garde-côte Icarus. L'assaut s'est produit le 9 mai 1942 à 16h25 à 55 km des côtes de la Caroline du Nord.
Le sonar d'Icarus détecte une présence. 4 minutes plus tard, une torpille explose à 200 mètres du navire. L'Icarus se dirige vers la zone de l'explosion et commence à lancer des charges sous-marines. 17h09. L'U-boat fait soudain surface. L'Icarus ouvre le feu. Certains membres de l'équipage de l'U-352 commencent à quitter leur sous-marin. 5 minutes plus tard, l'U-boat sombre dans les profondeurs de l'océan. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le rapport militaire nous donne une piste pour comprendre l'événement. Il faut des survivants, des témoins directs. Nul ne sait ce qui leur est arrivé et s'ils sont toujours en vie aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que seuls les membres de l'équipage savent réellement ce qui s'est passé ce jour-là dans le sous-marin. Richie et John ont scruté l'extérieur de l'épave de l'U-352. Mais ils n'ont pas réussi à déterminer les raisons pour lesquelles il a sombré. Un rapport de l'US Navy indique que le garde-côte Icarus l'a coulé et précise que certains survivants ont été capturés. John et Richie ont réussi à retrouver l'un de ces hommes. Heinz Richter avait 19 ans lors de l'incident. Il vit aujourd'hui au Canada. Il a accepté de venir témoigner en Caroline du Nord. Il va nous donner plein d'informations techniques et historiques. Tiens, je crois que c'est lui. Monsieur Richter, je suis John Chatterton. Enchanté. Richie Kohler, Très bien. ravi de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Merci. Si on allait s'asseoir pour discuter. Très bien. Comment êtes-vous entré dans la marine? J'avais 17 ans. J'étais en pleine forme, alors je me doutais que je serais incorporé. La guerre venait de commencer sur le front russe. C'est probablement là qu'on allait m'envoyer et que j'allais finir. Ce n'était pas une affectation enviable. Pas vraiment. Alors je me suis engagé dans la marine. Après l'entraînement qui n'a duré que 4 semaines, 2 jours plus tard, on m'a envoyé à l'école de sous-mariniers. Par la suite, on m'a affecté à la salle des moteurs diesel des U-boats. Il s'agit de l'une des 2 salles des machines qui équipaient l'U-352. Le moteur diesel sert à faire remonter le sous-marin en surface. Sous l'eau, ce sont des moteurs électriques qui prennent le relais, alimentés par des batteries. Il est indispensable de questionner Heinz sur l'ambiance qui régnait parmi l'équipage. Y avait-il une réelle entente entre ses membres? Qu'est-ce que l'équipage pensait du capitaine et des autres officiers? Les officiers étaient formidables, sauf Radke, qui était un peu plus âgé. À 33 ans, Helmut Radke était le capitaine de l'U-352. Il ne voyait pas les choses comme nous. Heinz Richter semble un peu réticent à évoquer la personnalité d'Helmut Radke. Quel genre de capitaine était-il? Je crois que sur le plan politique, il était, comment dire, très patriotique. National-socialiste? Oui, c'est ça. Il suivait l'idée dominante. Oui, il voulait être un grand héros comme Brienne et les autres. En coulant le navire britannique Royal Oak en 1939, Gunther Prien, à la tête de l'U-47, devient le plus grand commandant du boat de la Deuxième Guerre mondiale. Heinz laisse entendre que le capitaine Radke avait des ambitions semblables. Ça devait le démanger d'avoir une décoration.
Oui, il voulait qu'on lui décerne la Ritterkreuz. L'une des décorations les plus convoitées par les commandants de sous-marins allemands était la croix de chevalier de la croix de fer, qui se portait autour du cou. On la remettait à ceux qui avaient coulé 100 000 tonnes de chargement ennemi. Les équipages se plaignaient parfois que leur capitaine leur faisait prendre trop de risques, parce qu'ils avaient ce qu'on appelait des démangeaisons du cou, c'est-à-dire qu'ils voulaient porter cette médaille. Donc, votre équipage lui reprochait d'être avant tout intéressé par la gloire et les récompenses. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Il s'agit peut-être d'une piste. La personnalité du capitaine Rathke et son agressivité sont peut-être liées à l'incident. Janvier 1942. L'U-352 part pour sa première patrouille. Il quitte la Norvège et se dirige vers le nord de l'Islande. Le capitaine Rathke a soif de gloire. Mais ce n'est pas lors de cette mission qu'il la rencontrera. Quel a été le bilan de votre première patrouille? Un bilan négatif. Nous n'avons rien coulé. Ça n'a pas été une réussite? Non, un vrai fiasco. Comment le capitaine a-t-il réagi? Je dirais qu'il en a gardé une grande frustration. Il faut se souvenir que Rathke était encore dans sa phase d'apprentissage en tant que commandant de sous-marin. Je pense qu'il avait beaucoup de pression sur ses épaules, une pression qu'il s'imposait à lui-même. Rathke devait être motivé à l'idée de prendre part à l'opération Aukenschlag et d'officier sur la côte est des États-Unis où les Allemands triomphaient. C'est exact. Je crois qu'il était prêt à tirer sur tout ce qui bougeait sur son passage. 9 mai 1942. À 55 km du littoral de la Californie du Nord, une proie se profile enfin dans sa ligne de mire. Il lance une torpille, puis attend. À bord de l'U-352, les hommes entendent une explosion. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la torpille n'a pas atteint sa cible. Elle a explosé au fond de l'océan. À cause de l'attaque ratée du capitaine Rathke, l'équipage du navire visé, le garde-côte Icarus, sait désormais qu'un U-boat rôde dans les parages. Il a sous-estimé la taille du vaisseau. Et je pense qu'il a aussi mal évalué la profondeur à laquelle il fallait envoyer la torpille. Il pensait l'avoir coulée. Alors il a sorti le périscope. Quand Rathke sort le périscope, au lieu d'un navire en train de sombrer, c'est un véritable chasseur de sous-marins qu'il voit foncer vers lui à toute vitesse. Selon le témoignage d'Heinz Richter, l'U-352 était un sous-marin neuf avec une équipe novice dirigée par un capitaine ambitieux, Helmut Rathke. Lorsqu'il arrive près des côtes de la Caroline du Nord, il veut à tout prix réussir. Le 9 mai 1942, Rathke tire une torpille qui explose sur les fonds marins. Et maintenant, sa cible initiale, le garde-côte Icarus, est à ses trousses. Ils savaient exactement où nous étions. Alors ils nous ont poursuivis et nous ont lancé 4 missiles. Sur l'U-352, le mot d'ordre avait été Schleifahrt. Ça voulait dire qu'on ne devait pas parler, qu'on devait retirer nos chaussures et observer un silence total.
On était couchés au sol en espérant que l'Icarus ne nous trouverait pas. Le moindre son émis peut être fatal au sous-marin. L'Icarus écoute. Et l'U-352 reste muet. Compte tenu du maigre système de défense américain en 1942, l'U-boat a tout pour s'en sortir indemne. Mais le capitaine Rathke est malchanceux, car il a affaire à un adversaire peu banal. Les défenses américaines étaient défaillantes, mais l'Icarus était une exception. Son équipage était très habile et faisait bon usage des hydrophones, donc il pouvait détecter avec netteté le moindre son émis par l'U-352. Ils ont envoyé leur charge avec une précision redoutable. Qu'avez-vous ressenti ? J'avais l'impression d'être à l'intérieur d'un tambour gigantesque sur lequel quelqu'un cognait depuis l'extérieur. Il y a eu un bruit énorme. Le sous-marin tremblait. Les lumières se sont éteintes. De l'eau rentrait par certaines valves. Après la deuxième vague de missiles, le réservoir d'essence qui alimentait les moteurs servant à nous faire remonter s'est détaché du plafond et s'est écrasé sur les deux moteurs. Le réservoir des diesels de l'U-boat était fixé au plafond, au-dessus des moteurs. Si le souvenir d'Heinz est correct, les missiles sont venus heurter ces réservoirs et ont provoqué leur chute. Privé de ses moteurs, le sous-marin ne pouvait plus remonter en surface. Mais il restait les propulseurs électriques. N'était-il pas suffisant pour que l'U-352 prenne la fuite en immersion ? D'autres commandants se sont déjà trouvés dans des situations similaires. Même après une attaque, ils ont réussi à s'enfuir, à colmater les brèches et à survivre 24 heures. Pourquoi Rathke n'a pas cherché à s'échapper ? Les diesels étaient morts, ils ne pouvaient plus démarrer. Les moteurs électriques étaient aussi mal en point et on a commencé à prendre l'eau. C'est une donnée déterminante. Si l'U-352 a perdu ses deux systèmes de propulsion, à savoir son moteur à essence et son moteur électrique, le sous-marin ne pouvait plus se déplacer, ni sous l'eau, ni en surface. Cela pourrait expliquer pourquoi le capitaine Rathke a décidé de remonter pour se rendre. Mais est-il plausible que ces quelques charges aient pu causer autant de dégâts en aussi peu de temps ? Par où l'eau s'est-elle engouffrée ? J'en ai vu dans la salle des machines. Heinz pense que l'explication tient la route. Mais ses souvenirs remontent à une 60aine d'années et il était alors sous le choc. C'est mon impression. A-t-il raison ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Explorer l'intérieur de l'épave. Notre discussion avec Heinz Richter, le survivant de l'U-352, nous a donné des pistes sérieuses. Maintenant, John et moi allons retourner sur l'épave. On aimerait savoir si les moteurs essence et électriques étaient encore en état de marche. En fait, on ne comprend toujours pas pourquoi le capitaine n'a pas tenté de prendre la fuite. Il est particulièrement dangereux de pénétrer à l'intérieur d'une épave de navire ou de sous-marin. Il y a de la vase et des débris. On se laisse facilement désorienter. Si on se permet de le faire, c'est que nous explorons des épaves d'U-boat depuis plus de 20 ans. Et même si nous sommes rodés, cette plongée sera très risquée. John et Richie devront absolument s'y prendre avec méthode. Nous allons partir de la poupe et ensuite redescendre. Il faudra rassembler un maximum d'informations sur les moteurs électriques et les moteurs à essence. Il faut vérifier ce qu'Heinz nous a dit à propos des réservoirs. C'est très important. Il y a 2 barres devant cette écoutille. L'entrée sera étroite. Je ne pourrai pas rentrer avec mes bouteilles sur le dos. Je les retirerai et je les reprendrai une fois à l'intérieur.
Tu vas contrôler l'état des 2 types de moteurs. Tu regarderas aussi le système de propulsion. Moi, je m'occuperai des ballasts et des purges, et de l'état général de la salle de contrôle. Nous resterons éloignés pendant un petit moment. S'il y a le moindre problème, on envoie le signal et on remonte. D'accord, compris. Allons-y. Les conditions sont moins bonnes que lors de leur première plongée. La visibilité est limitée. Mais là où ils vont, cela n'a plus d'importance. C'est la 2e fois que John et Ritchie explorent l'épave de l'U-352. Ils vont essayer de vérifier les informations qui leur ont été livrées par Heinz Richter et analyser les raisons pour lesquelles le capitaine Rathke s'est rendu aussi vite. Il faut aller à l'intérieur. Pour enquêter, ils doivent pénétrer dans les entrailles du sous-marin. Ritchie entrera par le kiosque et se rendra dans la salle de contrôle. Il examinera le dispositif de ballast et de purge qui permet d'orienter et d'équilibrer l'U-boat. John est chargé d'observer le système de propulsion. Dans la salle des machines, il doit vérifier ce qu'Heinz leur a dit, à savoir que le réservoir s'est écrasé sur les moteurs, les rendant inopérants. Ils sont tombés et, à mon avis, les moteurs n'étaient plus réparables. Dans la salle électrique, John cherchera pourquoi ces moteurs-là aussi étaient hors d'usage. Il entre à travers une écoutille de chargement de torpilles, à la poupe. Ritchie lui tend ses bouteilles. Une caméra vidéo en main, John se dirige vers la salle des machines diesel. L'un des 2 moteurs se trouve sur la gauche. Sur la droite, c'est le réservoir de carburant. En approchant, John constate qu'il n'est pas abîmé. Il veut aussi inspecter l'autre extrémité du réservoir, mais il y a trop de sédiments pour qu'il puisse avancer aussi loin. Il devra sortir de l'épave et rentrer par l'autre côté. Avant cela, il fait un tour dans la salle qui renferme le moteur électrique. Mais là encore, il y a trop de vases et il distingue à peine les moteurs ensablés. Pendant ce temps, Ritchie entre par le kiosque pour aller dans la salle de contrôle. Il vérifie l'état des valves du dispositif de purge et de ballast grâce auquel on contrôle l'équilibre du sous-marin en plongée. John a fait le tour de l'U-352. Il s'approche de la salle des moteurs par l'entrée opposée. Il se rend compte que l'extrémité antérieure du réservoir n'est pas là où elle devrait être. Les tuyaux sont tordus. Et il y a un espace inhabituel entre le réservoir et le plafond. John remarque aussi une grosse coulée de pétrole. Elle prouve qu'il y a bien eu une fuite. Richter avait raison.
Le réservoir s'est effondré. Je suis rentré par l'arrière dans l'écoutille de chargement des torpilles. Le réservoir semblait intact, je croyais qu'il était contre le plafond. Mais comme je ne pouvais pas me glisser dessous, je suis passé par l'autre côté, par l'écoutille de la cambuse. Et là, j'ai vu que le réservoir était effectivement tombé. Le moteur ne pouvait plus fonctionner. Quand on voit l'état de la salle de contrôle, je crois que les hommes n'ont pas vraiment eu le choix. L'équipage était en mauvaise posture. Les tableaux de contrôle sont détruits et les tuyaux sont sectionnés. Quand bien même les moteurs auraient fonctionné, le sous-marin n'aurait pas pu plonger. Une fois déséquipés, John et Ritchie se commentent la plongée. Et pour les moteurs électriques? Ils sont totalement ensablés. Mais souviens-toi que Richter a vu de l'eau s'engouffrer. L'observation de ces moteurs électriques ne permet pas de tirer de conclusion. Mais les souvenirs d'Heinz Richter ont été confirmés pour ce qui est des réservoirs de carburant. Il faut donc faire confiance à son impression concernant les moteurs électriques. Il a dit avoir assisté à une inondation, ce qui a dû les mettre hors d'usage. Nous avons terminé notre exploration de l'épave. Nous sommes certains que le sous-marin n'avait plus de système de propulsion. Les moteurs diesel étaient inopérants. Sans propulsion, Rathke n'avait pas d'alternative. Il ne pouvait ni fuir, ni se battre, ni se cacher. Le mieux était de sauver ses hommes et c'est ce qu'il a fait. Incapable d'avancer, l'U-352 remonte en surface. L'Icarus ouvre le feu sur l'U-boat que l'équipage est en train d'abandonner. Heinz Richter est le dernier homme à s'en extirper avant que le sous-marin rejoigne le fond de l'océan. Lui et les autres survivants deviennent les premiers prisonniers de guerre capturés sur le territoire américain depuis 1812. Le naufrage de l'U-352 marque le début de la déroute de l'opération Paukenschlag. L'armée américaine améliore sa défense navale. Aucune flotte d'U-boat ne passera plus jamais à l'attaque si près des côtes américaines. Un historien a décrit cette campagne comme l'heure de gloire des sous-marins allemands pendant la guerre. Et je pense que c'est vrai. Mais Paukenschlag est un faux succès. Elle est moins due à la supériorité des Allemands qu'à une faiblesse momentanée de la défense américaine. Cela prend du temps de concevoir un vaisseau, d'en tracer les plans et de le fabriquer en assez d'exemplaires pour tenir tête à une menace sous-marine. Nous n'avions pas les navires, c'est ce qui nous a rendus vulnérables. Cette faiblesse ne dure pas. Sitôt les vaisseaux alliés au point, les U-boats sont condamnés. À la fin de la guerre, près des 3/4 de la force sous-marine allemande sont coulés. Au bout du compte, la malchance du capitaine Rathke et cette attaque perdue ont plutôt tourné en faveur d'Heinz Richter et des autres membres de l'équipage. En effet, contrairement à la plupart des hommes engagés à bord des U-boats, Richter et ses camarades ont survécu. Nous pensons avoir compris ce qui s'est passé sur l'U-352 ce jour-là. Cette première vague de missiles a été désastreuse. Du coup, le capitaine Rathke a perdu toute possibilité de maîtriser la profondeur du sous-marin et de le faire se déplacer. En un instant, il est devenu incapable d'attaquer, de s'enfuir et de se dissimuler. Mais le naufrage de l'U-352 est aussi lié à une affaire d'honneur. Le capitaine était prêt à tout pour obtenir sa croix de chevalier. Il voulait les mêmes distinctions qu'on avait réservées à d'autres capitaines d'U-boats. Sa frustration l'a bêtement poussé à faire plonger son sous-marin en eau profonde et attaquer un navire. Il a perdu son appareil et le seul titre de gloire qu'il a gagné, c'est d'avoir fourni aux Américains les premiers prisonniers d'U-boats de leur histoire.